Mon déclic, ça a été lorsque j'avais 15 ans. Je me trouvais sur une plage de Toulon avec des copains et des copines. Et qu'est-ce que je vois? Un hélicoptère qui s'approche tout près de la plage, qui se met en stationnaire. Et le gars me sort et me dit bonjour comme ça. Comme si je voyais un extraterrestre. Et là, le soir, en rentrant chez moi, je demande à mon père qui était au commissariat de la marine à Toulon. Je lui dis écoute, renseigne-toi, je voudrais devenir pilote hélicoptère. Ma carrière a commencé dans la marine comme simple matelot à 17 ans, matelot sans spécialité. Mon idéal et mon but c'était de pouvoir voler. J'avais qu'une possibilité, c'était, pour prendre place à bord, d'être sauveteur, plongeur. Donc pour ce faire, j'étais volontaire pour faire un stage de plongeur, donc nageur de combat et parachutiste. Ce qui m'a permis de prendre la fonction tout en étant mécanicien au sol, d'être en même temps dans l'hélico, habillé en plongeur, pour aller secourir les pilotes qui auraient raté un appontage ou un catapultage ou un décollage sur porte-avions. La première fois où je suis monté dans un hélicoptère, c'était lors d'une visite d'une révision, alors que je n'avais jamais volé. J'avais le droit de mettre en route l'hélicoptère, le moteur, de faire des points fixes, c'est-à-dire de mettre en route, les pales tournées. J'avais le droit de regarder toutes les manœuvres, mais je n'avais jamais volé. Je ne savais pas si j'avais le vertige ou pas. Je ne savais pas si ça allait me plaire ou pas. C'était un rêve d'enfant, mais je ne l'avais jamais réalisé. Et un jour, un pilote, après avoir changé les bougies et effectué quelques réglages, le pilote m'a demandé de rester à bord et j'ai décollé. Alors j'ai joué le gars à l'aise, mais j'avais une grande émotion. D'abord parce que c'était mon baptême de l'air, deuxièmement parce que j'étais à Toulon et je survolais ma ville natale. Et ça, c'était important. Dans la marine, à l'époque où j'étais mécanicien et sauveteur, il y avait 6 hélicoptères au total, dont 2 qui se trouvaient en Indochine et 4 en France, basés à la base de Samandrier en face Toulon. Sur un porte-avions à l'époque, il y avait une vingtaine d'avions, de type Corsair et de type Eldiver. Et puis il y avait 2 hélicoptères. Ça représentait pour le personnel navigant, pilote, avion, ça représentait à peu près une trentaine de pilotes. Pour faire voler ces 20 avions et ces 30 pilotes, il fallait à peu près 950 à 1000 personnes. Ces pilotes, je ne dis pas ça, même s'ils m'entendent, mais c'était un peu la race des seigneurs. On les voyait sur le porte-avions, en combinaison de vol, avec leur casque, comme des chevaliers qui partaient et qui décollaient du porte-avions. Pour nous, c'était quand même... on les admirait, malgré tout. Le rôle de l'hélicoptère dans la marine était un rôle de sauveteur. Et lorsqu'il y avait des manœuvres de décollage et d'appontage d'avions sur porte-avions, il y avait souvent des crashs ou des accidents ou des appareils qui tombaient à l'eau. Et là, l'hélicoptère s'est déplacé. J'étais descendu par le treuilleur qui se trouvait à bord, qui était mécanicien et treuilliste, qui me descendait, ou si c'était pas trop, je plongeais, et j'allais récupérer le pilote à la mer. Moi, mon séjour en Indochine sur le porte-avions Bois-Bello, c'était la fin de l'Indochine. Notre mission était d'évacuer la population qui était au nord du Vietnam, c'est-à-dire toute la région du Tonkin, l'ancien Tonkin, Haiphong, Hanoï, la baie d'Along, tous ces secteurs-là. Il y avait des gens qui voulaient pas, la population qui voulait pas rester communiste et qui voulait rentrer dans le sud. Et notre mission, une de nos missions, était de récupérer tous ces réfugiés et de les rapatrier sur le sud. Pendant mon séjour en Indochine, le mécanicien qui se trouvait avec moi, affecté parce qu'on était un équipage quand même assez restreint, ce mécanicien qui était en même temps treuilliste, attrape une dysenterie amibienne et nous l'évacuons sanitaire sur la France. Donc, plus de treuilliste, on me demandait si j'étais volontaire. Je connaissais bien le fonctionnement du treuil.
parce que j'étais mécano et parce que j'étais plongeur. Et donc j'ai pris la fonction de treuilliste. Pour moi, je passais du stade de plongeur à treuilliste. Donc je faisais déjà partie intégrante de l'équipage. Et là, dans la marine, c'est bien strict, surtout à l'époque. On m'a remis un équipement, combinaison de vol, casque de vol, gants, un sac du personnel navigant. Alors je rentre d'Indochine, je sais que je sais piloter. J'ai effectué à peu près 300 heures de vol. J'ai fait quelques missions, des belles missions. Mais je suis toujours quartier-maître. Donc c'est-à-dire je suis toujours un marin amélioré. Et maintenant mon objectif c'est de devenir pilote. Donc je vais voir mon commandant qui me dit, hélas, qui m'aimait bien, qui était un type charmant, qui me dit Romé, il y a un profil, pour être pilote, il faut à l'époque, l'Indochine se terminait, il recrutait en aval, il recrutait avec des bacs plus 2, bacs plus 4. On me dit, tu n'as pas le niveau pour être pilote, tu n'as pas le niveau intellectuel. J'ai dit, bon, terminé, je m'enlève ça de la tête. Je me retrouve en Algérie, détaché dans la latte, comme marin, dans l'aviation légère de l'armée de terre. Et là, je fais la connaissance du colonel Crespin. Crespin me gardait comme mécano. Et Crespin m'affecte sur un hélicoptère qui arrivait des États-Unis. C'était un hélicoptère BIP, une banane. Et là, il m'affecte à Alger avec le général Chal. Alors là, je suis aux ordres du général Chal, Salan, Jouot, Zeller, Massu, Bijard, que je trimballe régulièrement dans toutes les opérations. En plus, je trimballe des ministres qui viennent en mission d'information, et j'ai eu la chance aussi de transporter le général de Gaulle. Et l'avoir dans mon hélico, j'avoue que j'avais une certaine émotion. Je lui ai servi à manger, servi à boire, il savait que je jouais un rôle. En même temps, j'avais une garde rapprochée, parce que si on se serait craché en hélico, il y avait d'autres hélicoptères autour, mais bon, j'étais quand même à côté de lui. Et en Algérie, quand même, disons dans une période opérationnelle. René Romé va enfin pouvoir réaliser son rêve, piloter un hélicoptère. Le colonel Crespin l'envoie à l'école de l'aviation des armées à Dax pour y suivre une formation de pilote. Un élève si brillant qu'il deviendra très vite lui-même instructeur. Et là, je me retrouve dans une promotion où j'avais un pilote cambodgien, 2 pilotes marocains et un pilote, un officier de marine. En discutant, il me dit Romé, mais tu étais de quelle promo de pilote dans la marine? J'ai dit mais non, dans la marine, j'étais trop idiot et passé fufu pour être pilote. Je suis passé dans la latte. Maintenant, je suis instructeur dans la latte pour former des marins. Bah, donc pour moi, c'était pas une vengeance, mais c'était quand même une satisfaction pour moi de former après, alors que dans la marine, je n'avais pas de chance d'être instructeur et de former des marins. En 1970, à 34 ans, il quitte l'armée pour entrer à la sécurité civile comme instructeur. Son rôle, former et contrôler tous les pilotes de la sécurité civile. Lors de ses tournées d'inspection, il vole avec les as du pilotage en montagne. Et là, bien sûr, j'ai découvert une technique du pilotage que les anciens que je formais et que je notais, des vieux briscards qui étaient affectés à Grenoble et à Annecy, et qui effectuaient des sauvetages à l'époque avec des petits hélicos pas très puissants et des Alouettes 2. Ces gens-là avaient une technique pas tout à fait classique, aucun pilotage classique, mais vraiment opérationnel. Et eux, ils m'ont fait passer, ils m'ont fait découvrir un pilotage, ça a été vraiment mes maîtres en montagne. À la fin de l'année 71, 2 accidents en 3 jours déciment les équipages du massif du Mont-Blanc. René Romé est alors affecté en renfort à la base d'Annecy. Son expérience de pilote et d'homme d'action va lui servir dans sa nouvelle mission de sauveteur en montagne. J'ai fait la synthèse de ce que j'avais appris en classique, de mon expérience passée Vietnam, Algérie ou autre, en tant que mécano, sauveteur ou pilote, plus ce que j'ai appris sur le tas. Ça m'a permis, avec des moments d'angoisse bien sûr,
de tenir plus de 20 ans dans le massif du Mont-Blanc comme pilote. Le premier sauvetage que j'ai effectué arrivé dans le Mont-Blanc, c'est dans le massif de la Tournette qu'on aperçoit ici. C'était en avril 72. Je suis allé récupérer avec un mécanicien qui s'appelle Marais, qui est décédé maintenant. Nous sommes allés récupérer un curé qui avait fait l'ascension, qui avait dévissé sur un évé de glace. Il avait une cordelette pour s'assurer. Et ça m'a beaucoup impressionné parce qu'il a fait une chute à peu près de 300 mètres et la tête a été sectionnée complètement. Et donc on a récupéré le corps et on a ensuite récupéré la tête. Et là, en dehors des problèmes de pilotage et liés à la neige, au jour blanc, etc., de récupérer une tête toute seule dans l'hélico, j'avais été un peu impressionné. En bas, plus à droite. Plus à droite dans la grande ribée. Tu vois les traces? Écoute, Brun et Zougoudou, on va vous larguer par là, on va aller chercher un gars, non? Ils sont où les deux gars? Au-dessus, attends, là-bas. Tu remontes à pente de neige, il est au coin de la pente de neige avec un casque rouge. Ouais, quelle crevasse il est alors? C'est que tout dessous, là. Plus bas, hein. Bon, on va redescendre, tant pis, hein. Ah, il est là, le mec. Regarde, ok. Impeccable, bon, on va en sortir. Un petit peu trouillé dedans, non? Ouais, on va trouiller un gars dedans. Ouais, ben j'y vais. Attends. Ah, il sort, le mec. Non, posez sur le bord, il sort, le gars, regarde. Posez sur le bord. René, Jean-Pierre. Vas-y, avance un peu. Avance. Viens vers moi, là. Viens vers moi. Ok, Vers moi toujours. Vers moi. ok, Vers moi. ok. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Ok. Stop, ne bouge plus. Je bouge plus. Je ne bouge plus. Attention, hein. Il est par terre, mais ne bouge plus. Viens légèrement vers moi, puis on va le virer sinon. Hein. Je viens vers toi. Ok. Tu peux dégager. Je peux dégager? Ouais. Tiens, là. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, il l'a. Ok, il l'a, c'est bon. Putain, la tronche du mec, il est descendu de là-haut. Depuis là où il est parti, ouais. Ah, dis donc. T'en tires bien, lui. C'est bon? C'est bon. Attention, des choses. Ok, on déjouge. Et attention à ses bras, il a l'air énervé, le gars. Hein. Ouais, mais... C'est le bâton des énervements, donc tu vas voir. Attends. Ok. Il est monté? Ok, on dégage. Tiens, là. Et à la fin août, il y a 2 Anglais qui avaient pris des chutes de pierre et qui avaient le tibia écrasé et le genou aussi disloqué et qui se trouvaient sur une vire dans le pilier Bonatti. Donc c'est une opération qui demandait, qui durait à peu près 5, 6, même une semaine, avec beaucoup de risques pour les sauveteurs. Ils avaient monté une opération importante parce qu'ils ne pouvaient pas patrouiller vu la verticalité de la paroi. Et moi, je décolle le 4e jour, le 5e jour, je prends l'alerte. Je décolle avec des mécaniciens mesureux. Une météo extraordinaire, ciel bleu, pas de vent. Et ensuite, je demande à mon mécano, je dis tiens, on va essayer de s'approcher, de voir un peu la tête de près de ces types-là. Donc on s'approche, je m'approche, c'était à peu près à 3300 mètres. Je m'approche lentement, calmement, par rapport au niveau de mes 2 alpinistes. Et puis on arrive à peu près à 10 mètres d'eux. Je les vois devant moi. J'étais en liaison radio avec De Voissou et Paul Villard qui étaient dessous. Et je leur demande par radio, je dis, il y a des chutes de pierre. On me dit, non, pas de chute de pierre, tu peux y aller. Je regarde mes gars, puis je les vois grandeur nature, je les vois, alors que ça faisait 4 jours que je les regardais les jumelles. Et malheureusement, il y avait 2000 mètres qui nous séparaient entre eux et nous. Il y avait toute la mer de glace, tout le vide. Et je dis à mon mécano, je dis, c'est quel milieu, ces types-là, ils sont à 10 mètres de nous, devant notre bulle, et peut-être ils vont crever, si la météo s'aggrave ou quoi. Et là, mon mécano me demande, il me dit, est-ce que tu tiens bien? Je dis, ouais. Il me dit, on tente de lui balancer une sangle. Et alors, je dis, écoute, je sais pas si tu crois. Alors, je fais un 90 degrés avec mon hélico par la droite.
pour laisser la porte latérale gauche ouverte où se trouve le treuil. Mon mécano déroule à peu près 15 mètres de câble et balance en latéral sur la vire, il balance le câble. Il balance le câble, les gars accrochent le câble. Il leur fait signe de mettre la sangle. Il se met la sangle, il leur fait voir par geste. Pendant ce temps, je ne bougeais pas. Je regardais, pas de chute de pierre, grand silence parmi les sauveteurs. Et au moment où le gars était dépitonné et qu'il était assis, je suis monté à 45 degrés. Et au top de mon mécano, on est parti dans le vide, 1000 mètres de vide avec notre type accroché. Et pendant ce temps, j'ai stabilisé un tout petit peu l'hélico, le gars a balancé, on a treuillé le gars à bord et on est descendu. Et là, à ma grande joie, j'avais plein de spectateurs parce qu'on voit les drues de la DZ. Il y avait des tas de journalistes, des tas de curieux, de badauds. Et lorsque je me suis posé, tout le monde a applaudi. Alors, on s'est rendu compte qu'on avait fait un petit truc qui sortait de l'ordinaire. On était contents. Et ce secours a été médiatisé parce que c'était la première fois qu'on treuillait comme ça en port. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Anselme Beau, qui est professeur guide et de moniteur de ski à l'École nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix. Anselme, je lui ai sauvé la vie avec mon mécano et les sauveteurs et l'hélico en 1974 dans la paroi des Courtes. Il m'a tiré de ce guet-apens terrible parce que je venais de recevoir une pierre dans la figure et je perdais beaucoup de sang, la mâchoire était complètement disloquée, etc. Et donc il fallait absolument que je sois retiré de cette paroi. Et c'était un sauvetage qui a été exemplaire et qui m'a donc donné ces 20 ans de... Jusque-là, ça fait 20 ans et 20 ans de carrière et de choses magnifiques que j'ai vécues grâce à eux. René et Anselme se rendent en pèlerinage sur les lieux de l'accident dans le massif des Courtes. Aujourd'hui, René a pris sa retraite de la sécurité civile et c'est Vincent Safiotti, son remplaçant, qui pilote l'hélico rouge du secours en montagne. Tu vois, Vincent, c'est là qu'on a secouru Anselme en 1974. Qu'est-ce qu'il y avait à Anselme comme condition météo? Là, tôt le matin, c'était clair. Et puis, au lever du jour, il y a eu le vent du sud, le feud qui est venu s'installer. Et il y a eu des nuages assez tôt dans la matinée au sommet des Courtes. Alors, c'est pour ça que... Vous avez pris des pierres dans la gueule? Oui, on a pris donc les pierres qui venaient certainement soulevées par le vent du sud. Et j'ai reçu la pierre, c'était 8 h le matin. C'était là juste en face, là? Un petit peu à gauche, là. Oui, voilà. Ah, ok. Parce que tu te souviens, René, mais... Non, moi je me souviens pas trop. Ouais, tu te souviens pas trop. Non, c'est cool, là. Tu avais posé les deux secouristes en bas, et puis à deux, vous étiez remontés avec... Le mécanicien, c'était Gilbert Mesureux. Et Valença a réussi à récupérer les câbles avec son piolet et a accroché Anselme. On n'a pas descendu de sauveteurs car on savait que c'était des guides et qui connaissaient bien les techniques de sauvetage. Eh oui, ça a permis quand même de faire 20 ans. Jusqu'à maintenant, ça fait 20 ans de carrière de guide et de prof, et enfin plein de choses, et descente à ski et tout. Et d'amitié aussi. Et d'amitié. Le 15 août 88, jour de la fête des guides, a lieu la dépose du Christ du secours en montagne au sommet de la dent du requin. Après 20 ans de sauvetage dans le massif du Mont Blanc, René a eu l'idée de dédier une statue à tous les sauveteurs disparus en mission. À cette occasion, il a fait le vœu de gravir cette arête alors qu'il n'a jamais fait d'escalade. Son copain, Anselme Beau, guide de haute montagne, va l'aider à atteindre le sommet.
La retraite pour René, c'est tout le contraire de l'inactivité. Former les jeunes pilotes, leur apprendre les subtilités du pilotage extrême, c'est encore une façon de vivre sa passion. Diminue ta vitesse, diminue. Voilà, aujourd'hui il y a un tout petit peu de jour blanc, il n'y a pas un bon éclairage, et le vent vient légèrement de travers droit. Donc tu vas diminuer, pour pas rentrer en vortex, tu fais gaffe, diminue encore, ne prends pas un angle trop fort. Diminue un peu, baisse un peu ton pas, parce qu'autrement tu vas descendre en parachute. Tu vois tes traces là-bas, alors diminue et tu vas aller te poser sur ces traces. Diminue, diminue, n'arrive pas trop vite. N'arrive pas trop vite, un peu de pied à droite, doucement pour te mettre bien dans l'axe. Encore un peu, encore un tout petit peu. Ouais, c'est bon. C'est bon, tu poses en douceur, pose en douceur. Tu sais pas ce qu'il y a en dessous. S'il y a 1 mètre de neige ou s'il y a 30 cm. Tu baisses le pas. Si jamais tu as un gros trou, ton appareil bascule. Alors tu fais gaffe. Ok? Maintenant tu redécolles. Tu redécolles. Garde bien, mets bien du pied à droite. Et là tu pars lentement en avant, en assurant la sécurité. Tu pars en avant. Un jour, une élève peu ordinaire s'inscrit pour un stage de pilotage. C'était une jeune femme d'une trentaine d'années qui est arrivée ici à Annecy avec sa carte de stagiaire en règle, sa visite médicale, ses documents de vol. Et elle est venue ici pour apprendre à piloter. Elle venait de Paris, elle était charmante, pas sophistiquée, en jean, très discrète, travaillant avec beaucoup de conscience professionnelle, ne faisant pas de bruit, logeant dans un petit hôtel ici à Mété, une fille peinarde. Je lui donne son brevet, elle reste ici 4 mois, on lui fait son brevet de pilote. Et c'était Nadine Beaujour, qu'on avait breveté ici, qui venait de faire un acte de pilotage, un acte de prouesse, mais aussi un grand acte d'amour pour son mari, puisqu'elle venait de l'enlever de prison. Bien sûr, lorsqu'on a vu dans les conditions dans lesquelles elle avait enlevé son mari, le stationnaire qu'elle avait fait, où elle a pendu une corde, où son mari s'est accroché à côté, où on sait que cet appareil n'avait pas de servo-commande, c'est-à-dire les commandes n'étaient pas assistées, avec les petits bras qu'elle avait et les petits muscles qu'elle avait. Pour nous, elle a fait, sur le plan pilotage, c'était très 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 difficile. Et on en a conclu que le geste ne nous a pas enlevé un gars de prison, bon, c'était son mari, hein, c'est pas une voyeuse, mais sur le plan pilotage, eh bien, le brevet qu'on lui avait donné, c'était pas un cadeau qu'on lui avait fait. Saint-Bernard des temps modernes, l'hélicoptère a transformé la vie des bergers en montagne. Il assure le lien avec la vallée, il apporte le courrier, les journaux, les produits frais, et dans les cas graves, il évacue les malades. Ici, au pied des dents de l'Enfant, Joseph, le berger qui passe tout l'été isolé dans son chalet d'alpage, est toujours content de voir arriver l'hélico de son copain René. On vit simplement avec ce qu'on a. Si on le pain sec, on mange le pain sec. Si quand les copains en amènent du frais, on mange le frais. Puis tu te souviens, Joseph, le jour où tu t'es crevé l'œil avec un morceau de bois en fendant du bois, oui, et que tu n'avais rien dit à personne? Rien. Hein, et puis c'est le docteur Carlos qui est passé là-haut à pied, qui est venu me voir à la base, il m'a dit, il y a ton copain, le berger Joseph, là-haut, il faut que tu montes. J'ai prévenu l'ophtalmo à l'hôpital d'Annecy, en Romanais. Et là, j'avais tout monté une manip. Je prends Joseph un samedi matin à 9h du matin. Tu n'étais pas changé. Tu avais tes grosses godasses de berger. Tu n'avais pas de sous. Pas de sous. Il monte dans l'hélico. Il me dit, où tu vas? Je lui dis, viens, on va faire un petit tour. Alors il monte dans l'hélico. Et puis je me dirige, je prends le cap direct sur l'hôpital où j'étais en liaison radio. Et puis je t'ai posé sur le toit de l'hôpital. Et tu me dis, ne me laisse pas là, René, ne me laisse pas là. Je t'avais bien averti, hein. Ouais. Et puis 1 heure après, tu as été opéré. Et 1 heure après, ils ont été très gentils, ils t'ont laissé sortir. Ouais. J'ai pris mon berger, Joseph, sur la DZ de l'hôpital. Je l'ai ramené et 1 heure après, il était de nouveau avec ses bêtes dans son chalet. Et son œil était sauvé. Ouais. Et il n'a pas payé en plus. Voilà. À la Sécu, on va le dire à la Sécu, parce qu'il n'a pas payé. Allez, René, on boit un coup les deux. Entre copains, il faut boire.
Piloter pour René, c'est comme respirer. Il ne peut pas vivre ailleurs qu'aux commandes de son hélico. C'est là qu'il exprime sa finesse et sa virtuosité. C'est là aussi qu'il continue à vivre sa passion.